Salut. Ça va, tu vas bien. Attention, femme pressée. Parce que le talent n'attend pas le nombre des années, Paola Fabiani a fait le choix très tôt de se lancer dans la vie comme une grande. Grande qu'elle a mis du temps à devenir d'ailleurs. Alors suivons-la comme on peut dans sa vie à 100 à l'heure, avec ou sans filtre. Il est beau cet Olivier. Vous voyez l'Olivier, vous ne voyez pas vos photos, Paola Fabiani. Oh, waouh, Bienvenue dans votre vie. magnifique. C'est vrai? Ah, c'est très beau. Ah, Et il paraît que ça vraiment. fait toujours une impression particulière, hein? Ah ouais, elles sont toutes petites, un peu parfois anciennes, usées. Celles-là, elles sont très vieilles. Ah, c'est très très joli, très beau. C'est magnifique ce que vous faites. Ça donne envie de voilà. Eh bien, vous allez me les raconter, si ça donne envie de... Approchez-vous, approchez-vous. Et on va commencer avec quelqu'un que vous n'avez pas connu d'ailleurs, hein? Tout à fait. Je n'ai pas connu. Qui c'est, lui? Alors lui, c'est mon grand-père, Dominique Fabian, qui a le même nom que mon père. Et là, c'est à la mairie d'Ajaccio, qu'on voit avec le portrait de Napoléon derrière. Et là, en tant que maire adjoint, en fait, il a pris la fonction. Il va mourir assez jeune, finalement. Et il va laisser votre papa orphelin très tôt. Ouais, il a été gazé pendant 14-18. Il a été gazé à l'époque, les gaz moutarde, parce qu'on est sur la Première Guerre mondiale. Et effectivement, il va laisser mon père à l'adolescence. Et puis, ses 4 sœurs et sa femme, donc 5 enfants. C'est la raison pour laquelle j'ai mis cette photo où on voit votre papa tout jeune, là, justement. Hein, Avec ses 4 sœurs. Avec mes 4 tantes. Et là, donc, il y a mon père en haut. Donc, mon père, il est né des 5, de la fratrie. Mané, qui est sa sœur la plus proche. À côté, je pense que c'est Dédette. Et à côté, c'est Katie. Et à gauche, c'est Michel. Une enfance heureuse ou pas, d'ailleurs? De leur côté. Ouais, de leur côté. Alors, une enfance, oui, je pense, somme toute heureuse, dans une famille épouillaise et Fabiane, une famille assez aisée. Mais après, effectivement, avec la perte de ce père, ma grand-mère a dû prendre le relais, élever ses 5 enfants, et pas forcément évident. Et oui, parce que carrément, votre père, Dominique, elle va l'envoyer à Paris. Hein, elle va l'envoyer à Paris, assez jeune, finalement. Chez le frère de son père, chez son oncle, à 16 ans, parce qu'effectivement, voilà, pour élever un garçon, c'est compliqué, en plus, pour ma grand-mère. Et puis votre papa, c'est compliqué particulièrement. Je crois que c'est quelqu'un qui est assez casse-cou, il votre est papa. Un peu turbulent, il est casse-cou, il a du Il a tempérament. du tempérament. Qu'est-ce qu'il va faire à Paris quand il va arriver à Paris, justement? Alors, je ne sais pas exactement. Choses, hein. Il a fait pas mal de choses. Il a très vite, en fait, travaillé avec mon oncle. D'abord, il a été dans les collèges, comme ça se faisait, les collèges. Les garçons de bonne famille étaient envoyés dans les collèges. Exact. Donc, je crois qu'il est envoyé en Angleterre. Ensuite, il est envoyé en Italie. Oui. Et donc, voilà, il va à droite, à gauche. Pendant qu'il grandit, effectivement, entre l'Angleterre, l'Italie et Paris, votre papa, il a quand même une fibre artistique, hein, on va revenir tout à l'heure. Il y a quelqu'un d'autre qui grandit parallèlement à lui. C'est elle. Tout à fait. C'est ma maman. Alors oui, effectivement. Alors, ma mère est plus jeune. Hein. Effectivement, ils ont un décalage. Ma mère, là, c'est une photo d'elle. Alors, ma mère n'a pas du tout le même genre de vie, milieu moins bourgeois. Elle est très jolie. Elle fait une école de théâtre, la rue Blanche. Oui. Donc, il y avait le cours Florent et la rue Blanche. Exactement. Elle fait une école de théâtre. Elle fonctionne pas mal. Elle fait un peu de mannequinat. Et puis, elle se dit, elle aime le voyage, etc. Et à l'époque, Air France recrute. Alors, on parle dans les années 70. Hein. Et donc là, elle se dit, mais elle est passionnée de voyage, de découverte. Et donc, elle postule, elle est prise à Air France en tant qu'hôtesse. Je trouve que c'est toute une histoire. C'est toute à la fois une aventure. C'est une aventure, mais une aventure qui va tourner presque au drame, parce qu'au cours d'un voyage long courrier, justement, au-dessus des triangles des Bermudes, qu'est-ce qui va se passer? Au-dessus de la Cordillère des Andes, exactement, elle a un accident d'avion. Alors, il faut savoir, dans sa promotion, je crois qu'ils sont 15, il y en a 10 qui ont eu, soit qui sont morts par des accidents d'avion, parce qu'à l'époque, soit par des maladies qu'on attrapait en voyage, différentes. Et elle a un accident d'avion, et elle monte au plafond, donc il y a un trou d'air, quelque chose qui est assez connu maintenant et bien maîtrisé, mais à l'époque, en fait, on ne s'attachait pas de la même façon, etc. Donc, les passagers ne sont pas touchés. Il y a un trou d'air, elle monte au plafond, et donc elle se fait écraser le dos, avec des choses très graves, avec beaucoup de séquelles. Donc, les vertèbres écrasées, plusieurs vertèbres. Elle est restée très longtemps. Elle a eu beaucoup d'opérations du dos. Elle a beaucoup souffert. Elle est restée plus d'1 an sur une planche en bois pour dormir parce qu'elle ne pouvait plus. Elle a failli pas retrouver l'usage des jambes. Et voilà. Et elle a 35 ans.
Et au cours d'une rééducation, justement, elle est envoyée dans un hôtel, ici en Corse, au Sofitel, qui ne s'appelle pas le Sofitel à l'époque. C'est le Sheraton. Tout à fait. Et au Sheraton, elle fait une rencontre. Venez, on va la trouver de l'autre côté. C'est l'histoire, non? Ah, c'est l'histoire, c'est la bonne histoire. Hein. Et voilà, elle retrouve le Playboy. Elle retrouve mon père. Alors, et en fait, mon père jouait au tennis, très bien, un très grand joueur de tennis. Il est très sportif, donc il jouait très bien au tennis. Et il y a un coup de foudre, il se passe quelque chose. Et il se rencontre, alors par l'intermédiaire de mon grand-oncle qui venait dîner, voilà, il voit ma mère, il lui dit venez vous joindre à nous, et tout le monde allait dîner les uns avec les autres, c'était assez sympa. Et là, elle dîne avec mon père et il y a un coup de foudre. Et le coup de foudre, ça se matérialise par vous qui naissez. Alors, on n'a pas encore eu le temps, justement, de parler de votre maman, parce qu'on l'a présentée comme ça, un petit peu sommairement, mais cette maman, Daniel, qui c'est Daniel, en fait? C'est à la fois la vitalité, mais pas comme on l'entend, parce qu'elle est très douce, très calme. Moi, je ressens plus. Voilà, mais en même temps, c'est beaucoup de douceur, et en même temps, c'est cette force, la force intérieure. C'est-à-dire que je crois, elle a eu le typhus, elle a chopé le typhus dans un avion en Afrique, et elle s'est remise du typhus, elle a eu cet accident d'avion, elle a eu beaucoup de péripéties, et elle s'est toujours remise avec cette force. Et puis surtout, elle a su rebondir, se débrouiller, s'en sortir, travailler, aller voyager. Voilà, elle a ça. Et puis elle a tenu à vous rendre vous aussi débrouillarde, parce qu'elle va vite vous apprendre aussi à lire et à écrire, elle. Hein. Ah mais c'est mon, j'aime bien c'est mon arbre, c'est mon socle. Effectivement, elle m'a appris à lire, à écrire. Elle m'a toujours poussée à être indépendante, à me débrouiller par moi-même, à travailler, à m'en sortir, à essayer des choses. Elle m'a montré beaucoup de choses, comment me comporter dans différentes situations, aller vers la découverte, vers le voyage et tout. Ouais, très tôt, c'est ma mère. Oui. Et puis, elle a avoué, à partir du moment où elle m'a eue, elle a fait vraiment ce don de vraiment s'occuper de moi et de m'accompagner. Voilà, c'est ma mère. Et là, il y a votre papa. Alors là, il y a mon père. Oui. Alors, vous l'avez dit, votre papa, il est beaucoup plus vieux que votre maman. Hein. Effectivement, aujourd'hui, il a 96 ans, votre papa. Tout à fait. Mon père, il a 96 ans. Là, c'était il y a une quarantaine d'années. Ouais, à peu près, une quarantaine d'années, je dirais, peut-être entre 35 et 40 ans. Là, et donc là, il a quand même plus de entre 50 et 60 ans. Il vous a eu tard. Il m'a eu tard. Quel papa c'est? Quel homme c'est, avant de savoir quel papa c'est, d'ailleurs? Ou c'est vous qui le choisissez, d'ailleurs? Mon père, c'est l'homme par excellence, l'homme corse, fort, courageux, bagarreur, avec les bons et les mauvais côtés, rigolo, quoi, je dirais, amusant, quoi. Plutôt dans le sens avec beaucoup d'humour. Voilà, c'est ça, mon père, brillant, très sportif, très intelligent. Et puis, il veut que ça fonctionne comme il a dit. Hein. Voilà, ça marche droit. Et voilà. Et puis bon, voilà. Et puis on a presque... Voilà, j'ai mon père a presque un siècle. Ouais. Donc c'est aussi la mentalité d'il y a... On a vu la première photo, c'est la mentalité d'il y a un siècle. Pas partout, mais sur certaines choses, notamment avec les filles. Mais il m'a beaucoup servi, il m'a beaucoup aidé, parce que justement, j'ai voulu beaucoup... C'est un peu aussi un moteur. On va revenir là-dessus, justement, sur le moteur. Et on voit effectivement qu'il a eu une famille avant vous. Hein, effectivement. Il s'était marié avec une niçoise avant de rencontrer votre maman. Tout à fait. Et ça, c'est... On dit demi-sœur, demi-frère ou frère et sœur? Vous dites quoi, frère vous? Et sœur. Frère et sœur. Frère et sœur, oui, c'est mes frères et sœurs. Ils vont revenir dans l'histoire aussi, parce qu'il va vous comparer à eux, mais on reviendra un petit peu plus tard, parce que vous, qu'allez-vous devenir avec pareil passé ou passif? On se pose la question. On se pose la question. Quel mystère. Le suspense est insoutenable. Allez, on va le lever vers là-bas. Voilà. Prenez place, Paola. Et on met fin à l'insoutenable suspense avec vous, jeune, une enfance heureuse. Très heureuse. Entre Neuilly, où vous habitez avec vos parents, tout à fait, et la Corse. Exactement. Je viens à chaque vacances, été, hiver. Tout se passe bien au primaire, et puis arrive le collège. Et là, le collège, par contre, il y a un petit hic, hein, parce qu'effectivement, votre maman vous a appris à lire et à écrire,
Donc vous sautez 2 classes, je crois, au primaire. Hein. Je rentre en 6e, je crois que j'ai 9 ans. 9 ans et demi, Ouais, 9 ans et demi en 6e. Alors c'est bien beau, sauf que vous êtes toute petite à l'époque, toute chétive, on le voit. Là vous souriez, mais vous êtes peut-être trop en avance. En tout cas, vous êtes en décalage à un moment. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis... déjà, j'ai beaucoup d'énergie toujours. Ouais. Je pense que ça n'a pas trop changé. Je fais très jeune, je suis très bébé. Bébé au sens où, voilà, j'ai pas des jeux de filles, quoi, d'adolescentes. C'est-à-dire 9 ans et demi, en moyenne, ils ont 11 ans, 12 ans, c'est la préadolescence. Moi, je joue encore, je suis dans un environnement assez nature, puisque beaucoup de vacances en Corse, au village à droite et à gauche, dans la montagne et tout. De l'autre côté, j'ai... Et donc, j'ai un décalage, effectivement. Non, parce que vous le vivez pas bien, en fait. C'est pas votre meilleure période, clairement. Non, collège, c'est pas le moment. Après, ça se rattrape un petit peu au lycée. Au lycée, vous vous retrouvez un petit peu dans votre élément. Au lycée, c'est un petit peu mieux. À tel point que vous avez votre bac à 15 ans et demi. Oui, alors le lycée, c'est top, et 15 ans et demi, le bac. Et là, vous jouez plus à des jeux de votre âge, parce que quand il s'agit de choisir ce que vous allez faire après le bac, vous ne prenez pas maths sup parce que les garçons sont moches, en fait. C'est ça? Ouais, surtout que l'ambiance, j'avais tous mes copains qui allaient à la fac, maths sup, c'était un peu trop sérieux, c'était pas les plus marrants du lycée. Ouais. Et je me dis, non, tiens, tout le monde va à la fac, j'ai toute une bande de copains qui vont à la fac à Assas. Va pour Assas, en éco. En éco, oui, parce que j'aime les maths quand même. Et l'éco, je me dis... Il faut mieux être bon en maths quand on va en éco, voilà, de toute façon. Et donc voilà, je me dis, l'éco, c'est très bien, ça mène à tout. Puis j'aime l'économie, quelque part. Voilà, exactement, on va y retrouver. Vous allez retomber sur vos pattes indéniablement. Mais votre maman aussi, dans son éducation, elle vous donne de l'argent de poche quand même, mais elle ne vous en donne pas énormément pour sortir. Et donc vous êtes obligé de faire des petits boulots. Donc vous allez travailler dans des restaurants, vous allez travailler aux puces aussi. Et puis à 18 ans, déjà 1 an après le bac, voire 2, vous vous retrouvez dans les centres d'appel, je ne sais pas ce que c'est ça. Dans un centre d'appel. Dans un centre d'appel. Là-dedans. Là, on a pris le bonheur. Là, non, mais justement, c'est intéressant. Vous vous retrouvez là un petit peu par hasard, dans un centre d'appel un jour. Complètement. À 18 ans, en parallèle de mes études, je me moque de mes copains qui me disent « Ah, mais je suis dans un... » On n'appelait pas le centre d'appel, on passait du télémarketing. Je fais « Mais t'es standardiste par téléphone, t'es un garçon. » On charrie comme ça. Et en fait, de fil en aiguille, je suis « Tenez, par cooptation, parce qu'on appelait ça de la cooptation, dit « Passe l'entretien, tu vas voir, je connais un tel, très bien. » Je rentre dans les centres d'appel et je rentre chez le leader qui s'appelle Téléperformance. Téléperformance. Et vous allez téléperformer assez vite parce que il faut savoir que dans les centres d'appel, comme ça, chaque semaine, on est jugé à l'époque. Et si on ne remplit pas les objectifs, on est viré. De façon hebdomadaire. Même quotidienne. Alors, incroyable. À l'époque, on parle de ça, grosso modo, 90-2000, les années 2000 à peu près. Et donc, Téléperformance, leader mondial, fondé par un Français. Donc, on est le leader. Parce que souvent, on pense que les centres d'appel, c'est américain, etc. En fait, la France est très, très présente dans les centres d'appel. Très belle boîte, avec des idées de management assez dingues, avec beaucoup de pouvoir très vite. Donc, j'évolue, je pense, en 4-5 mois en tant que manager. En téléconseil, ensuite je passe manager. Mais en gros, on me dit, si tu n'as pas les résultats, de toute façon, tu peux être viré. À l'époque, on avait une espèce de contrat, une feuille de chou, qui était bien sûr pas un CDI. Et on me dit, si tu fais tes preuves, mais ce que j'adore, je découvre la science de l'humain. Finalement, le management, c'est former des gens, les amener à l'objectif, les motiver, travailler, les points améliorés, échanger, voilà. Et j'adore ça. Vous adorez ça, puis vous découvrez aussi une force... de compétition, j'ai envie de dire, parce qu'il faut rester là quand même, quand il y a cette épée de Damoclès de façon quotidienne, de pouvoir prendre la porte. Il ne faut jamais oublier qu'à 18 ans, on peut transformer le monde. On a l'impression qu'on peut monter l'Everest, qu'on peut descendre. Voilà. Donc au final, ça me plaît, je suis prise par ce goût du challenge, parce qu'on a le résultat par contre très très rapidement, ce qui est toujours le cas. Le centre d'appel a quand même cette force de tout de suite avoir le résultat de ses actions, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de métiers. Et en même temps, on voit le résultat aussi sur les autres, puisqu'on fédère une équipe, voilà. Et donc, ça me plaît. Il y a un mix, effectivement, entre le challenge, la formation, le management. Tout de suite, ça me plaît. Et voir plein de clients. Mais justement, vous gravissez les échelons, manager, et puis il y a quelqu'un qui est votre supérieur aussi, qui vous aime bien, et qui vous dit d'aller voir un petit peu ailleurs. Donc, vous allez voir dans une autre boîte. Et puis, il y a une boîte qui se crée, qui s'appelle LFC, qui est déjà créé, et vous intégrez un petit peu cette boîte où vous n'êtes que quelques-uns pour la monter. Et là, il y a une espèce de première identification et quelque chose d'extraordinaire pour vous quand vous êtes chez LFC. Alors là effectivement, je suis en fait un de mes directeurs de téléperformance qui est recruté chez LFC, qui doit constituer son équipe, donc la boîte devait faire 50 personnes, et il me dit, viens, je t'embarque avec moi, est-ce que tu veux être... On appelait ça chef de projet, voilà. Et je me dis, moi j'ai 20 ans à peine, je dis, mais avec grand plaisir. Je viens, je découvre, et la boîte, en quelques années, passe de 50 à 500 personnes.
Et quand elle passe à 500 personnes, justement, elle est riche, elle est rachetée, cette boîte. Elle est rachetée. Sauf que vous ne vous y attendiez pas du tout. Non. Moi, c'était toujours avec cette âme voilà, de jeune, à vouloir changer le monde. C'est mes amis, c'est mes copains. On y vit, on y dort, on y passe nos week-ends. Sauf que dans le business, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de copains. Et en fait, on se rend compte de la dure réalité. Première leçon, je pense, importante du parcours, c'est qu'effectivement, le rachat, c'est pas ma boîte. Ouais. Je suis juste Vous êtes salarié. Mais dans le bon sens du terme, mais pour moi, c'était pas grave d'être salarié. La question n'était pas là, c'était juste, elle m'appartient pas. Donc quand un jour, il y a quelqu'un qui décide, on décide à ma place. Et donc, voilà. Et puis au bout d'un an, justement, il y a un chasseur de tête ou une chasseuse de tête qui vient vous voir et qui vous dit « Tiens, est-ce que ça t'intéresserait pas de venir chez Neuf Télécom ?» C'est ça. Alors... Et je l'ai matérialisé comme ça, parce que je n'ai pas la photo de vous à l'époque quand on vous a pris chez Neuf Télécom, mais j'ai une photo de vous au téléphone. Et surtout, j'ai mis ce CV, parce qu'en fait, vous y allez en fait, pour constituer votre CV en fait, chez Neuf Télécom. Non, c'est très juste. Hein, c'est ça. Vous vous ennuyez un petit peu vite, finalement, dans ce boulot-là. Et au bout de 9 mois, même pas un an... Hein, ouais, un peu moins d'1 an. On décide de monter Wisecom. Avec 4 copains, c'est ça? 4 copains, 4 amis? Alors là, on est 3, on est 4 au total, et à aucune. Et effectivement, on décide de monter Wisecom. C'est-à-dire que vous n'avez rien, si ce n'est vos fonds propres. Hein. Chacun met ses sous pour monter un centre d'appel Wisecom, mais alors aller à contre-courant complètement de ce qui se fait dans le monde, parce que on a tous décroché notre téléphone, ou c'était quelqu'un d'Afrique du Nord qui nous conseillait par téléphone. Vous prenez le contre-pied en faisant quoi, Paola? En décidant quoi, là? On est en 2005, hein? Ouais, là, on est en 2005, et on décide de prendre le contre-pied du marché, justement, de l'Afrique du Nord, de Madagascar, et de proposer un centre d'appel en plein cœur de Paris. Pourquoi? Et donc, avec l'idée de prouver que c'était un modèle qui pouvait être compétitif, alors bien avant l'heure de tout ce qu'on peut dire maintenant, mettre l'humain au cœur du métier, ce qui n'est pas forcément le cas dans les centres d'appel. Donc, attirer des gens qui ne seraient pas venus à ce métier. Parce que mauvaise image, parce que décrié. Donc on change toute la part, on travaille sur la partie recrutement, comment faire venir ces personnes, ces profils. Ensuite, comment les garder. On se porte caution pour les salariés, pour leur logement par exemple, des choses concrètes. Rapidement, on se dit il faut qu'on les garde. Pourquoi? Parce qu'en plus, ça coûte cher, les personnes qui partent, c'est ce qu'on appelle le turnover. De les former à un métier où il n'y a pas d'école de formation, et pourtant c'est un vrai métier, c'est important de les garder parce qu'on peut capitaliser dessus. Et puis en même temps, c'est plus qualitatif pour nos clients parce qu'on a de meilleurs résultats. Et l'entreprise, effectivement, croît. Il faut faire attention d'ailleurs. Hein. Une croissance, ce n'est pas forcément bon pour l'entreprise. Vous allez l'apprendre aussi en faisant votre métier. 30% des entreprises meurent de leur croissance dans les 5 ans. Ça aussi, vous l'apprenez sur le tas. Ouais, en fait, on a plein de leçons de vie, quoi. C'est assez incroyable, cette aventure de l'entrepreneuriat, je trouve. C'est fascinant. Moi, je dis que c'est les aventuriers des temps modernes. C'est un peu, j'aime beaucoup Saint-Exupéry, j'aime beaucoup les grands aviateurs. C'est un peu pareil, on part comme ça, donc nous, on lève pas de fonds, parce que personne ne croit dans notre projet, déjà. Donc, ils nous disent, vous êtes gentils, non mais faites un truc, là, je sais pas, au Maroc, en Tunisie, en plein cœur de Paris, merci. En plus, avec nos têtes à 25 ans, bon. Et puis, mais on développe des clients. Et première leçon, effectivement, la croissance tue. Parce qu'effectivement, c'est très simple, on paye les salaires le mois et nos clients nous payent plus tard. Et le décalage de trésorerie fait que... Et donc voilà, on apprend. Et vous survivez à tel point que Wisecom, aujourd'hui, il y a combien de salariés? Wisecom, maintenant, c'est à peu près 200 salariés. 200 salariés, 12 langues, dans toute l'Europe, c'est une vraie réussite. À partir de la France. Et d'ailleurs, vous n'êtes plus que 2. Hein. Alors, on n'est plus que 2. Là aussi, ça a écrémé un petit peu, mais ça, c'est pas tellement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la suite, justement. Et l'avenir, il est là. Et on finira cette partie avec cette photo, là, justement. Parce qu'il y a encore une faiblesse dans votre success story, c'est que vous n'êtes que sur un continent. Et quand on n'est que sur un continent, en tout cas, c'est que si un jour la loi change, là, c'est pareil. C'est pas la loi Poroto, mais c'est pas bon, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez au Québec? Là, c'était nos premières explorations au Québec. Vraiment exploration, ça se voit là, on est arrivé. Et ça avance? Et ça avance, alors on a changé, maintenant on n'est plus au Québec. Ma photo est déjà allée. Là, on va plutôt sur les États-Unis, parce qu'au final, le Québec, on trouvait ça bien parce qu'on parlait français, donc c'est plus simple de communiquer, mais en fait, c'est les mêmes problématiques en beaucoup plus petit que les États-Unis. Oui, donc autant aller directement. Donc autant aller, c'est pas le plus simple, mais voilà, on est en train de mettre en œuvre ce plan progressivement et d'y aller étape par étape, un peu comme on a toujours fait. On n'a jamais fait les choses très vite, on les fait plutôt doucement, en tâtonnant. Je pense qu'au Québec, on a dû y aller 8 fois quand même, pour bien comprendre comment ça se passe. Voilà, on n'a pas cette logique en un coup, mais on y va au fur et à mesure, et là, c'est les États-Unis. Et comme ça, déjà, on prend un second continent, et puis après, on verra bien.
On en a fini avec cette partie. Je vous propose de revenir sur le continent, sur le vieux continent européen, pour voir un petit peu une autre facette de votre personnalité. Mais c'est là-bas que ça se passe. D'accord ? Allez, venez avec moi. Merci. Et donc, Paola, on va vous retrouver ici, très entourée. Parce que là, jusqu'à présent, c'était... c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on vous retrouve très entourée. Parce que quand on est entrepreneur, alors on a vu que vous aviez 4 associés au début, vous n'êtes plus que 2. Mais finalement, on est seul, non, quand on est entrepreneur. Ouais. Là, c'est quoi, cette photo ? Là, c'est le tout début à Croissance Plus. Donc, c'est la première association d'entrepreneurs dans laquelle je rentre, sur les conseils d'une de mes clientes, qui me dit, mais comment tu fais pas de réseau ? Non, on s'est développé bouche à oreille, et ainsi de suite. Et elle me dit, tu connais Croissance Plus ? Non. Association, entrepreneurs responsables, assez dynamique, en croissance, et ainsi de suite. Bon, les valeurs me plaisent bien, et donc j'adhère à Croissance Plus. Ouais. Et puis le réseau, est-ce que vous l'augmentez en allant là ? Alors là, c'est le MEDEF. Là, c'est les débuts, les débuts et différentes époques du MEDEF. Alors le MEDEF, en fait, donc le réseau, je reste Croissance Plus, et puis on fait ce fameux séjour exploratoire au Québec, différents séjours, où je rencontre quelqu'un qui me dit, mais attends, tu connais le MEDEF, t'es pas au MEDEF ? Ah, non, non. Et puis surtout, vous êtes jeune en plus. Je suis jeune. J'imagine que le MEDEF, c'est grand groupe. Ouais. Je me dis, l'entreprise est trop petite, je suis une fille. Je me dis, oui, en plus, c'est plutôt des personnes plus âgées, et ainsi de suite. Et en fait, je me dis, finalement, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je dirais. Il me dit, je rencontre une personne, une femme, chef d'entreprise, brillante, un peu plus vieille que moi, mais pas beaucoup, qui m'explique le rôle du MEDEF. Et là, elle m'explique le paritarisme, elle m'explique l'implication dans les idées, comment on peut porter finalement le retour d'expérience des chefs d'entreprise, comment aussi on peut partager avec d'autres chefs d'entreprise, mais comment le MEDEF aussi est solidaire et accompagne les chefs d'entreprise pour les aider concrètement. Et donc je découvre tout ça. Comment on peut changer la loi même. Comment on peut influencer la loi et qui peut nous toucher, et puis surtout toujours avec cette idée d'apporter un peu notre petite pierre à l'édifice. C'est-à-dire comment participer au débat, je dirais. Et donc c'est comme ça que j'adhère au MEDEF Paris. Et l'élection, justement, pour succéder à Geoffroy de Bézieux, avec lui, avec Patrick Martin. Tout à fait. Vous êtes rapidement sa porte-parole pendant la campagne. Tout à fait, entre autres, avec Bastien Brunis et Fabrice Le Sachet, qui était justement aussi vice-président à l'époque de Geoffroy. Et vous avez gagné. Et on a gagné. Du coup, vous prenez une place de vice-présidente du MEDEF aujourd'hui. Vous en faites énormément de choses. Comment vous faites pour faire tout ça ? Alors, je ne sais pas, c'est le début. Vous compartimentez ? Déjà c'est le début. Donc, effectivement, j'ai été nommée à l'issue des élections vice-présidente du MEDEF et en charge de l'entrepreneuriat, ainsi que porte-parole, mais surtout entrepreneuriat, parce que ça me tient vraiment à cœur, cette commission en entrepreneuriat. Je suis coprésidente aussi de la commission. Et effectivement, là, j'apprends. À chaque fois, en fait, c'est un nouvel apprentissage. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut aborder ces fonctions en étant très humble. Je ne sais pas si je saurais faire, je ne sais pas si j'y arriverai. En tout cas, je vais mettre toute l'énergie pour. Et puis, je vais apprendre en marchant, quoi. Au final, je pense qu'on n'est pas de toute façon spontanément vice-président et ainsi de suite, quoi. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette photo derrière. Parce que c'est votre livre. On ne sait pas. Le savoir n'est plus le pouvoir. Ça, c'est votre livre. Vous avez pris le temps aussi d'écrire un essai comme ça. C'est... Parce que dans votre boîte, ici, notamment en Corse, mais j'imagine sur le continent c'est pareil, on fait des tests où quelqu'un est manager pendant 1 mois et au bout d'1 mois, s'il ne veut pas ou s'il ne peut pas, il revient, quoi. Et là, on voit que le savoir n'est pas le pouvoir et que n'importe qui ne peut pas être manager et inversement. Alors, tout à fait. En fait, il y avait la double partie, c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté ce côté IA et comment embrasser l'intelligence artificielle et la prendre en compte. Et de l'autre côté, finalement, la croyance profonde que j'ai dans le talent humain, le talent aventurier, le talent empathique, le talent relationnel, le talent émotionnel. Effectivement, Wisecom et Vadovi est basé sur l'émergence de ces talents. Avec un concept, je trouve, assez positif, qui est de dire que finalement, les compétences se périment de plus en plus vite. On voit, il y a 20 ans, elle se périmait en 10 ans. Maintenant, elle se périme en 2 ans. Et je pense qu'en 2030, elle se périmera en 6 mois. Mais par contre, le talent se bonifie et se découvre tout au long de sa vie. Et donc, je trouve que la notion de talent est quelque chose qui nous différencie, qui permet en fait à la fois d'avoir une logique de management assez intéressante parce qu'on fait émerger les talents. Et notre rôle, en tout cas, on essaye, chez Wisecom ou Vadovi, c'est effectivement de faire émerger ces talents et de leur permettre de se tester, en fait. C'est très intéressant. Et la dernière image, pour finir, ça ne vous étonnera pas que j'ai choisi celle-là.
Oui. C'est le mariage. Et oui. Alors, d'ailleurs, mariage à Ajaccio, pas à Venaco. Pourtant, la famille est originaire de Venaco, mais vous avez préféré vous marier à Ajaccio. La famille Fabiane, c'est Venaco, et Pouillet, c'est plutôt Ajaccien, effectivement. Donc, vous avez choisi la famille Pugliesi pour le mariage. On a choisi Ajaccio. C'était l'été dernier, ça, hein? Oui, c'est assez récent. C'était en juillet. Votre mission, elle est là un petit peu, de vous rattacher de plus en plus à la Corse, de retrouver, j'ai envie de dire, pas de l'affection, mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose avec la Corse. Paola. Alors, là, pour le mari, ça va en plus que mon mari est corse. Ah oui, c'est pas hasard non plus. Hein. Oui, c'est pas hasard. Ouais, c'est moins que ça. Elle est belle, elles sont belles, ces photos. Oui, ça a toujours... Ma mère a une expression très juste. Elle m'a dit, c'est ton havre de paix. C'est comme si je rentrais dans ma bulle. On parlait de la bulle, c'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses, je dirais, à l'extérieur. On l'a vu, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit les réseaux, que ce soit l'engagement ou autre. Mais c'est important d'avoir son petit havre de paix, je trouve, en tout cas pour moi. Et pour moi, la Corse, c'est ça, c'est ma bulle. C'est ma bulle, je peux me retrouver dans la nature, je peux me retrouver dans mon jardin. Je me sens chez moi et je me sens en adéquation avec mes racines, avec moi. Et c'est ça. Et en fait, ça me protège aussi de tout cet environnement qui bouge, qui est parfois facile, parfois plus dur. Et donc voilà, c'est ça la Corse. Et voilà. Et votre père, il est content que vous soyez revenu? Il est très content. C'est vrai? Oui, il est très content. Et il a cette même chose. Ils sont là. Et lui aussi, il a eu besoin de venir définitivement. Voilà. Et, cet attachement. Je pense qu'on n'en parle pas parce qu'on est assez pudique entre nous, mais il a cette racine et ce partage, je pense. Allez, Paola, c'est la fin de l'émission. Il y a une dernière photo à faire, c'est moi qui l'a fait dans cette émission. Mettez-vous à côté de moi, c'est le selfie. Voilà, un beau sourire, hein? D'accord. Un beau sourire, voilà. Merci infiniment, je vous fais la bise. Merci à vous. Je vous laisse repartir vers votre nature et vers vos activités multiples. Tout à fait. Et à bientôt dans une de vos multiples vies. Avec plaisir, merci encore. À bientôt, au revoir.